L'Ukraine réclame des garanties de sécurité, message que le président Zelensky a souvent répété. Interrogé sur la possibilité de paix avec la Russie, Zelensky adopte une logique simple. Sans garantie de sécurité, la Russie peut attaquer de nouveau, peu importe ce que dit Vladimir Poutine sur la paix. L'Ukraine comptait sur les États-Unis pour garantir sa sécurité. Mais Trump refuse d'envoyer des troupes. Les États-Unis n'enverront pas de troupes. Mais le Royaume-Uni, la France et une coalition de volontaires se préparent à défendre l'Ukraine. Le 20 août, après sa rencontre à la Maison-Blanche avec Zelensky, Donald Trump a affirmé aux journalistes qu'il n'y a aucune chance que les États-Unis envoient des troupes en Ukraine pour garantir sa sécurité. En ce qui concerne la sécurité, Trump a déclaré à Fox News après la réunion que les Européens sont prêts à envoyer des hommes sur le terrain. Nous sommes prêts à les aider avec certaines choses, surtout probablement par voie aérienne. Il y a quelques petits extraits auxquels vous devriez prêter attention. Les Européens sur le terrain et le soutien aérien des États-Unis. Nous y reviendrons bientôt. Plus tôt, Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, a confirmé les propos de Trump dans un communiqué. Elle a dit que Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de soldats américains en Ukraine. Mais nous pouvons certainement aider à la coordination et peut-être fournir d'autres moyens de garantie de sécurité à nos alliés européens. Donc, le principal à retenir ici, c'est qu'aucune troupe américaine n'entrera en Ukraine, quelles que soient les circonstances. Mais pas de troupes au sol ne veut pas dire absence de soutien. Au-delà des allusions à l'aide de l'Europe en Ukraine, la Maison-Blanche affirme qu'elle fournira une forme de soutien aérien. Le sens n'est pas totalement clair. Les États-Unis pourraient aider l'Ukraine à acquérir plus de systèmes de défense aérienne contre les drones et missiles russes. Ce serait une surprise. En juillet, Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec l'OTAN pour que plus de systèmes de défense américains, dont les Patriot, soient envoyés en Ukraine. Il est avoué logique qu'une garantie de sécurité basée sur la défense aérienne s'appuie sur cela, peut-être avec encore plus de lancements de Patriot, mais cela serait également décevant pour l'Ukraine. C'est un exemple des États-Unis qui ne feraient que ce qu'ils font déjà, mais potentiellement à une échelle plus grande. Une autre possibilité, suggère Sky News, est que les États-Unis pourraient utiliser certains de leurs avions de chasse pour imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Si cela se produit, cela impliquerait probablement d'autres membres de l'OTAN dans un effort conjoint pour sécuriser le ciel ukrainien, comme la mission de police aérienne de l'OTAN qui protège le ciel des pays membres. Cette mission permet de réagir vite à toute incursion ennemie dans l'espace aérien allié. Cela signifie que cette option offrirait au moins à l'Ukraine une certaine forme de protection aérienne déjà utilisée par l'OTAN. Enfin, il y a la troisième option que Vladimir Poutine refuse totalement d'évoquer. Donald Trump pourrait suggérer que les États-Unis lanceront des frappes aériennes contre la Russie si elle attaque l'Ukraine, protégée par des garanties de sécurité. Ce serait une étape majeure et cela pourrait déclencher une guerre ouverte entre la Russie et les États-Unis. Vladimir Poutine redoute cette option car il sait que les États-Unis connaissent la faiblesse des défenses aériennes russes face à une frappe américaine. Il suffit de regarder ce qui est arrivé à l'Iran, lorsque les États-Unis ont envoyé leurs forces aériennes attaquer les installations d'armes nucléaires du pays lors de l'opération Midnight Hammer. Le succès américain dans cette mission inquiétera Poutine, parce que de nombreuses défenses aériennes iraniennes, censées stopper les missiles américains, ont échoué. De nombreux systèmes de défense aérienne ont été fabriqués en Russie, comme l'a relevé Defense Blog lors de l'opération Midnight Hammer en juin, d'après des forums russophones et des commentaires sur des chaînes pro-Kremlin. L'opération israélienne a renforcé les doutes sur la capacité de la Russie à résister à une attaque coordonnée d'un adversaire avancé comme l'OTAN. Le National Security Journal s'est aussi demandé ce qu'étaient devenus les S-400 russes livrés à l'Iran pour contrer ce type de frappe aérienne américaine. En juin, l'Iran a reçu ces systèmes, parmi les plus modernes russes, mais ils étaient absents lors de l'opération Midnight Hammer. L'Iran ne les avait-il pas installés, ou les S-400 étaient-ils impuissants face aux bombardiers furtifs USB-2 Spirit? La seconde hypothèse paraît plus crédible que celle où l'Iran investirait massivement dans des défenses aériennes, sans les déployer aussitôt, ce qui inquiéterait Poutine. Si la proposition de Trump de fournir à l'Ukraine une forme de soutien aérien dans le cadre d'une garantie de sécurité inclut des représailles aériennes contre les attaques russes, l'Iran a montré à Poutine que la Russie ne peut pas faire grand-chose pour se défendre. Mais nous allons trop vite. Tout ce que nous savons, c'est que la Maison-Blanche donne des assurances vagues sur un soutien aérien sans préciser sa forme. L'autre certitude, c'est que les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol dans le cadre d'un quelconque plan visant à créer une force défensive à l'intérieur de l'Ukraine pour se protéger contre de futures attaques russes si un accord de paix est conclu. Donc, si ce n'est pas les États-Unis, alors qui?
Donald Trump a déjà révélé la réponse en évoquant les Européens, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Juste avant la rencontre Trump-Zelensky à la Maison-Blanche, une déclaration des coprésidents de la coalition des volontaires est parue sur le site officiel du gouvernement britannique. Cette déclaration du Premier ministre Sakya Starma et du président Emmanuel Macron vise à soutenir l'Ukraine, indépendamment de la Maison-Blanche. Une partie de la déclaration a retenu l'attention après les félicitations à Donald Trump pour sa volonté d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. La déclaration indiquait que les membres de la coalition des volontaires s'étaient prêts à intervenir. Ils ont réaffirmé leur volonté de déployer une force de réassurance après les hostilités et d'aider à sécuriser le ciel, les mers et à régénérer les forces armées ukrainiennes, selon la déclaration. À retenir, le Royaume-Uni et la France mènent un groupe de nations européennes. Ce sera une garantie de sécurité terrestre que les États-Unis refusent d'offrir. Cela nous amène à la question évidente. Qu'est-ce que la coalition des volontaires ? The Independent détaille le groupe dans un rapport du 19 août. Il est précisé que, bien que le Royaume-Uni et la France soient les co-leaders du groupe, la coalition est bien plus vaste que ces deux nations militaires déjà impressionnantes. Ce groupe réunit plus de 30 pays, presque autant que l'OTAN en nombre de membres. Tous se sont engagés à faire tout ce qui est nécessaire pour garantir que l'Ukraine dispose de véritables garanties de sécurité une fois la guerre terminée. Au-delà de la France et du Royaume-Uni, ces pays sont les suivants. L'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Turquie et l'Ukraine elle-même. Cela fait moins de 30, comme tout mathématicien vous le dira. Cependant, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont tous exprimé leur soutien à la coalition. Cependant, on ignore si l'un de ces 4 pays enverrait ses troupes en Ukraine. L'Union européenne et l'OTAN participent aussi à la coalition comme organisation collective, mais semblent non combattantes. Cela a du sens. Certains membres des deux groupes pourraient hésiter à envoyer des soldats en Ukraine. C'est donc à chaque pays de la coalition de décider s'il souhaite participer en tant que membre des forces. Cette coalition n'est pas née en réponse aux propos de Trump sur l'envoi de soldats américains en Ukraine. Présente depuis une grande partie de la guerre, Edward Arnold de l'Institut royal des services unis a déclaré à l'Indépendant qu'elle a joué un rôle clé dans la défense de l'Ukraine. La coalition des volontaires a défendu l'Ukraine et communiqué avec Trump et l'administration américaine lors de ses démarches avec la Russie, selon Arnold. De plus, elle a entrepris une planification militaire approfondie et a mis en place une structure de commandement et de direction. Envoyer des soldats en Ukraine marque une étape majeure dans ce travail. Selon Starmer et Macron, la coalition est prête à franchir cette étape. Trump a refusé l'envoi de soldats américains comme force terrestre avec la coalition des volontaires, mais la situation actuelle paraît plus coopérative. La coalition gère les opérations au sol, les États-Unis fournissant un possible soutien aérien. Quoi qu'il en soit, Zelensky semble être ressorti de sa rencontre avec Trump plutôt optimiste. Hier à Washington, des discussions cruciales ont eu lieu avec le président américain et des dirigeants européens, a déclaré Zelensky sur X. Selon lui, c'était une avancée majeure vers la fin de la guerre et la sécurité de l'Ukraine. Nous élaborons déjà le contenu des garanties de sécurité et poursuivons aujourd'hui la coordination entre dirigeants. Des discussions sont prévues et les informations nécessaires sont en préparation. Le président ukrainien a remercié tous les partenaires pour leur soutien. Il suggère même qu'une garantie de sécurité pour l'Ukraine se prépare. Mais personne ne sait à quoi ressemblera cette garantie pour l'instant, même si quelques idées existent. Dans son rapport sur les propos de Donald Trump et la possibilité que la coalition des volontaires entre en Ukraine, Euromaidan Press indique que le plan probable se déroulera en 2 phases. Premièrement, les forces européennes, en tant que partie de la coalition, seraient stationnées en Ukraine, mais loin des zones de combat actives. Elles formeraient les troupes ukrainiennes et soutiendraient la coalition en cas d'attaque ou de franchissement de la ligne rouge par Vladimir Poutine. La deuxième phase impliquerait les États-Unis, qui fourniraient renseignements, armes et peut-être des systèmes de défense aérienne, comme ils le font déjà. La surveillance des frontières, peut-être assurée par des avions américains, serait également mise en place. Les États-Unis faciliteraient l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine, en collaborant avec des partenaires européens plutôt qu'en fournissant directement des armes. Cela paraît être un plan solide, mais il suppose que la coalition des volontaires entrera en Ukraine alors que la guerre est encore en cours. Du moins, si l'on en croit la volonté d'écarter les troupes européennes des combats.
C'est quelque chose que Poutine pourrait ne pas permettre, toute force européenne entrant dans le pays ne pouvant probablement le faire que lorsqu'un accord de paix aura été signé. Nous reviendrons bientôt sur les réflexions de Poutine. Frank Gardner, correspondant sécurité de la British Broadcasting Corporation, évoque des pistes sur d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans un article du 19 août, il mentionne aussi que surveiller l'espace aérien ukrainien est envisageable. Cependant, il indique que la participation des États-Unis devrait probablement être renforcée par des voisins de l'Ukraine comme la Pologne et la Roumanie. Il faudrait également établir des règles d'engagement claires, ce que Euromaidan Press ne mentionne pas. En clair, que font ces policiers aériens face à une menace russe? Ouvrent-ils le feu immédiatement? Escorter la menace hors de l'espace aérien ukrainien? Ce sont des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Elles pourraient aussi entraver toute négociation sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. D'autres options pourraient inclure l'envoi de navires de la marine européenne en mer Noire, probablement pour servir de moyen de dissuasion face à la flotte russe de la mer Noire. En plus d'être une force qui garantit que l'Ukraine puisse toujours utiliser la voie navigable comme route commerciale, la Turquie devrait donner son accord pour cela. Elle contrôle les détroits menant à la mer Noire. Elle n'a laissé entrer ni sortir de navires militaires depuis le début de la guerre, sauf quelques rares exceptions comme le retour à leur port d'attache au début du conflit. En tant que membre de la coalition des volontaires, la Turquie pourrait lever ses restrictions, au moins pour la coalition, dans le cadre des garanties de sécurité fournies. Quant aux troupes au sol, c'est une possibilité. Il y a un problème. La coalition des volontaires ne peut tout simplement pas rassembler suffisamment de troupes pour déployer et sécuriser cette ligne de contact. Même si Vladimir Poutine acceptait, ce qu'il ne fera pas, écrit Gardner. Ou, plus précisément, la coalition pourrait fournir assez de troupes, mais cela affaiblirait fortement ses forces nationales. La ligne de contact évoquée par Gardner est sans doute la ligne de front de la guerre en Ukraine, que la British Broadcasting Corporation estimait à 1200 km en juillet. La zone à couvrir est vaste, tout déploiement au sol doit être juste derrière la ligne de front, pour servir de tampon si l'objectif est d'empêcher les forces russes d'attaquer à nouveau. Pourtant des idées continuent d'être évoquées. Revenons à Poutine. Que pense-t-il ? Poutine a toujours rejeté l'idée que l'Europe envoie des soldats en Ukraine, même comme force de paix ou tampon, pour empêcher une reprise des combats. Le dirigeant russe a réitéré son refus en février, bien que Trump ait alors affirmé que Poutine y était favorable. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a rappelé la position exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Je n'ai rien à ajouter ni à commenter. Aucune position équivaut à un non catégorique dans le langage de Peskov. Cependant, la position de Poutine concernant l'entrée de soldats européens sur le terrain semble s'être adoucie au cours des derniers mois. Les propos de Peskov en février ont précédé toute discussion sérieuse sur un cessez-le-feu en Ukraine. Selon Euromaidan Press, dans son rapport du 22 août sur les garanties de sécurité futures de l'Ukraine, Poutine a approuvé avec Trump l'idée que l'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité fiables lors de leur rencontre en Alaska. Le média indique que ces garanties seraient comparables à celles de l'article 5 de l'OTAN, qui oblige tous les alliés à aider immédiatement tout membre attaqué sur son territoire. Le 17 août, la British Broadcasting Corporation a rapporté que l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, a dit que Poutine avait accepté que les États-Unis et l'Europe proposent un langage similaire à l'article 5 pour garantir la sécurité. Tout montre que Poutine accepterait soudain la présence de soldats européens et d'avions américains en Ukraine après la guerre. Cependant, tout observateur avisé se demandera pourquoi Poutine a opéré ce revirement soudain. La réponse, c'est qu'il y a un piège, comme souvent avec Poutine. Selon le Financial Times, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a exposé ce à quoi la Russie veut que la garantie de sécurité ressemble. La Russie acceptera si l'Ukraine reçoit des garanties de sécurité égales, impliquant la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, a déclaré Lavrov après la réunion en Alaska et la rencontre Trump-Zelensky à la Maison-Blanche. Cela montre qu'une partie clé manquait dans les affirmations sur l'ouverture de Poutine à des garanties de sécurité pour l'Ukraine. La Russie veut être impliquée dans la création de ces garanties, et elle souhaite également impliquer un allié clé, à savoir la Chine, dans ce processus. Certains diront que c'est équitable pour la Russie. Les garanties de sécurité visent à prévenir la guerre. La Russie pourrait aussi exiger que ses forces, ou celles de ses alliés, soient présentes dans toute zone tampon créée. Et si l'Ukraine nous attaquait, dirait la Russie, quelle garantie a-t-elle ? Bien sûr, il est évident que l'Ukraine n'aurait aucune envie de commencer une autre guerre avec la Russie. Elle ne voulait aucune part dans cette guerre. L'Ukraine combat actuellement la Russie, après l'invasion lancée par Vladimir Poutine. Et comme le dit le Financial Times, un diplomate de l'Union européenne, resté anonyme,
a déclaré que l'insistance soudaine de la Russie à impliquer la Chine dans toute forme de garantie de sécurité est un énorme moment de « c'est quoi ce bordel ?» Et pour ajouter à toute cette confusion, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, s'est exprimé sur X le 20 août pour embrouiller encore davantage la situation. Dmitri Medvedev a qualifié le président Macron de coq gaulois sans cervelle pour vouloir envoyer des troupes en Ukraine. Le 20 août, il a été précisé qu'aucune troupe de l'OTAN ne serait déployée comme force de paix. La Russie refuse cette garantie de sécurité. L'oiseau enroué chante encore pour se croire roi du coup d'État. Alors, Russie, approuvez-vous ou non des garanties de sécurité pour l'Ukraine? C'est une classique tentative d'obscurcir le problème par la Russie, une pratique où les politiciens du pays excellent. Un message clair ne semble jamais sortir du Kremlin, et c'est exactement comme Vladimir Poutine le souhaite. Ce que nous pouvons retenir de tout cela, c'est que son idée de garantie de sécurité pour l'Ukraine prévoit surtout des forces russes et chinoises comme tampons, avec peu ou pas de soldats européens sur place. Ce n'est pas une garantie de sécurité mais un tremplin que la Russie pourra utiliser pour de futurs massacres. Face aux messages contradictoires de Moscou, n'est-il pas surprenant que certains Européens doutent de la réelle nature de ces garanties de sécurité? Des responsables européens doutent que ces garanties dissuadent Poutine ou apportent une paix durable. Le plan part du principe que la Russie souhaite mettre fin à la guerre. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée, souligne Euromaidan Press. Dans un article pour The Independent, Kerr Giles affirme que ce scepticisme devrait également s'appliquer à Zelensky. Il note que les bases de l'accord entre la Russie et les États-Unis restent en partie inconnues. Et il ne semble toujours pas y avoir d'idée concrète de ce à quoi ressembleront les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Giles juge aussi que l'accord type article 5 de l'OTAN était hors de propos. Le fait est que cela représenterait un revirement spectaculaire non seulement de la politique de l'OTAN, mais aussi de celle des États-Unis. Combiné au fait que Witkoff a déjà montré une mauvaise compréhension des questions clés et une mauvaise interprétation de ce que la partie russe lui a dit, cela aurait dû déclencher des signaux d'alarme. Malgré la réaction enthousiaste des médias, il écrit que c'est aussi déroutant. Et cela signifie que, malgré tous les reportages médiatiques dont nous avons parlé dans cette vidéo, il n'y a encore que 2 conclusions concrètes que nous pouvons tirer. Les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine, mais pourraient offrir un soutien aérien en garantie de sécurité. Ensuite, la coalition menée par le Royaume-Uni et la France est prête à envoyer des troupes au sol. L'Ukraine n'espère qu'une chose, en savoir plus très prochainement. En ce moment, il y a une réelle possibilité que les garanties de sécurité qui lui sont promises finissent par disparaître comme de la poussière dans le vent. L'Ukraine poursuit son combat contre la Russie, ciblant les raffineries de pétrole russes. En 3 semaines, l'Ukraine a gravement affaibli l'énergie russe, détruisant 135% de sa capacité de raffinage. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité sur la guerre en Ukraine. Merci de nous regarder.